Bienvenue à tout le monde. Donc, nous nous retrouvons pour un webinaire coporté Fédération des URPS, URPS-ML et GRAD sur le sujet cybersécurité et RGPD. Donc, nous avons nommé tous cybervigilants. Donc, avant tout, quelques règles webinaires. Donc, vous pensez bien vous identifier sur votre profil. Par défaut, on coupe vos micros et vos caméras. Et puis, le webinaire est enregistré. Il y aura un replay qui sera à votre disposition enfin. Et si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. On a le plaisir d'avoir nos experts avec nous qui répondront au fil de l'eau, même si on a laissé des temps de questions au cours du webinaire. Avant tout, du coup, je vais passer la parole à Monsieur Bonan, qui est directeur numérique à la direction de l'offre sanitaire à l'ARS, et au docteur Jean-Michel Lemaître, donc élu et référent e-santé à l'URPS médecin et président du GRAD, pour nous introduire ce webinaire. Voilà. Alors, Jean-Michel, je te laisse l'honneur de démarrer. Alors, est-ce que Jean-Michel est bien connecté? Alors, Jean-Michel est connecté, mais avec des Avec des soucis. petits soucis de... Oui, c'est Donc, ça. je Ah, vous vais... m'entendez? Vous Oui, m'entendez? Ça c'est y bon. est. Ça y est, c'est reparti. Donc, voilà, je n'ai pas branché ma caméra parce que j'ai des problèmes de soucis de débit, c'est pas grave. Donc, je suis le docteur Jean-Michel Lemaitre, je suis médecin généraliste qu'on peut qualifier de senior, président du grade Centre-Val de Loire. Du temps des dossiers patients, papier, il suffisait de bons verrous et de serrures pour rendre les dossiers médicaux inaccessibles. Les temps ont bien changé, les dossiers sont devenus virtuels, sont dans nos ordinateurs. Parfois, on pense qu'ils sont dans le cloud, chez nos éditeurs de logiciels. Les verrous et les serrures sont aussi virtuels. C'est des mots de passe, des codes OTP, des identifiants. On ne sait plus trop comment il faut faire pour les codes. On a le RGPD qui est arrivé en 2018. Alors, on a eu des formations à ce moment-là, on a entendu parler. Puis régulièrement, on nous dit fais attention, fais pas ça. Il y a le RGPD. La menace de piratage prend de multiples visages et est perçue comme de plus en plus pressante et de plus en plus difficile à détecter. On doit être très vigilant et savoir réagir en cas d'attaque. On ne peut pas tous devenir spécialistes en cybersécurité. On a besoin de conseils, de trucs, de recettes. C'est l'objet de ce webinaire qui a été concocté par les équipes cyber et formation du GRAD avec beaucoup de talent, comme vous allez le voir. Je les en remercie et je passe la parole à Vincent. Alors, Vincent Bonan, donc directeur numérique à l'ARS. Merci Jean-Michel pour cette belle introduction. Moi, je compléterai vraiment en quelques mots. C'est vrai que la sécurité, c'est la sécurité numérique, c'est l'affaire de tous, mais on se retrouve parfois un peu démunis face à ces sujets, et c'est pour ça que l'ARS, à travers le GRAD, finance un centre de ressources cyber. Et alors, il y a une instruction nationale qui limite ces centres de ressources cyber aux établissements sociaux, enfin sanitaires et médico-sociaux. En région, on a souhaité que ça soit un acteur au service de l'ensemble de l'écosystème de santé, à la médecine de ville y compris. Et donc, le centre de ressources cyber porté par le GRAD qui est en train de se mettre en place est en train de construire des services à disposition des professionnels pour les aider et les accompagner dans ces sujets de sécurité qui sont parfois pas très simples à gérer à titre individuel. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent webinaire et puis voilà, bonne continuation à tous. Merci à vous deux pour cette introduction. Je reprends donc la main. Je suis Christelle Pinto, responsable formation au sein du GRAD. Le GRAD est le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Et je ne suis pas venue seule ce soir. J'ai deux compères qui m'accompagnent, qui sont des experts des sujets qu'on va aborder et je les laisse se présenter. Bonsoir à tous, je suis Hubert Fabrice, je suis référent régional protection des données, DPO du GRAD, délégué à la protection des données en français. Voilà, et je suis là ce soir pour répondre à vos interrogations et par la suite, si vous le désirez, vous guider et vous accompagner dans la démarche de conformité au RGPD, Règlement général européen protection des données. Bonsoir, moi je m'appelle Eric André Misson,
Je suis donc référent régional cybersécurité. Hein, on distingue la partie protection des données et cybersécurité, c'est système d'information, la sécurité. Je suis dans l'équipe qu'on appelle CRRC, donc Centre régional de ressources cybersécurité. Et comme l'a dit Vincent, c'est une structure qui se met en place pour vous tous vous accompagner. Voilà. Merci. Alors, juste pour recadrer un petit peu l'objectif de ce webinaire, il n'a pas pour vocation à rentrer de façon très pointue dans les sujets RGPD et cybersécurité, parce qu'il ne faudrait pas qu'on y passe 1 heure et demie, mais certainement beaucoup plus de temps. Et puis peut-être que chaque cas aussi est un peu différent en fonction de qui vous êtes et les pratiques que vous avez, les habitudes que vous avez. Par contre, il a pour objectif de vous donner un premier niveau d'information sur ces deux sujets que l'on va aborder ensemble. On va commencer par une petite activité pour justement essayer de voir avec vous quelles sont vos bonnes pratiques habituelles ou pas. Et c'est pas très grave si vous n'en avez pas aujourd'hui. L'objectif, c'est de vous aider à en avoir demain. Je vais vous proposer dans cette activité des affirmations pour lesquelles vous allez nous dire si pour vous c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà. Et pour ça, vous allez activer soit un pouce en l'air, soit un pouce en bas. Vous trouverez ces deux petits pouces, me semble-t-il, dans Réaction. Je crois que dans Zoom, vous me confirmez, Hubert et Eric, on voit dans Réaction, vous allez pouvoir trouver le petit pouce en haut très facilement. Et le petit pouce en bas, il faudra dérouler tous les émoticônes vers le bas pour trouver celui qui Ça, est en bas. Voilà, c'est ça, c'est bien. Parce que j'ai pas vision, donc c'est pour ça que je fais un peu C'est le de bouton mémoire. réagir avec un logo en forme de C'est cœur. ça. c'est Voilà, ça. super. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Allez, première affirmation, j'entre les coordonnées des patients, j'enregistre pardon les coordonnées des patients sur le bureau de mon ordinateur. À vos petits pouces. Alors, moi, j'ai pas de visibilité sur ce qui se passe, donc je veux bien Alors, que vous me disiez ce qui on a s'active. une quinzaine de pouces en bas, D'accord. un ou deux pouces en haut et quelqu'un qui pleure. Faut pas, hein, on n'est pas là pour ça, hein. Alors effectivement, c'est pas une bonne pratique, donc on va revoir tout ça après, mais dans la majorité, visiblement, vous avez bien répondu. Pour faciliter le partage, je stocke les données des patients dans un drive, donc un drive qu'on va considérer plutôt gratuit, un Google Drive, un drive de Microsoft ou autre, peu importe. Pour vous, est-ce une bonne pratique ou pas? Donc, une grande majorité de pouces en bas, pareil, une 15-20. euh, et puis, pareil, quelqu'un qui pleure également. Mais il faut toujours pas. Mettez-moi un petit sourire, s'il vous plaît. Alors, effectivement, ce n'est pas une bonne pratique. J'informe les patients de leurs droits concernant leurs données par affichage. Est-ce une bonne pratique ou pas? Alors, 21, voilà, une vingtaine de pouces en haut, Bravo, un pouce en bas. bravo. Donc effectivement, c'est le cas. On peut afficher les droits concernant les données des patients par un simple affichage. On en rediscutera également après. Dans le cadre de la mission recherche d'un médecin, je partage à la CPAM un fichier Excel avec les coordonnées des patients que j'envoie par mail. Le compteur s'affole, on arrive à une vingtaine de pouces en bas. Parfait, mais vous êtes déjà bien au fait de plein de choses, bravo. Et, Oh, oui, non, et il y avait un émoticône de quelqu'un en colère qui a disparu. pour une urgence, je communique les constantes du patient par WhatsApp dans le cadre d'une urgence, hein, on a bien précisé.
un peu plus mitigé. C'est vraiment équilibré. D'accord. On a une Bon, dizaine de. Enfin, ouais, on c'est va y équilibré. revenir alors. On va y revenir. Ça n'est surtout pas une bonne pratique. On va y revenir. En cas de cyberattaque, je n'éteins pas mon ordinateur. Si je m'aperçois que je suis en train de me faire hacker, je n'éteins pas mon ordinateur. Est-ce une bonne pratique ou pas? Il y a les pouces en haut qui devancent. Pareil, c'est assez équilibré, mais avec une petite majorité de pouces en haut. Eh bien, les pouces en haut, vous avez raison, c'est effectivement une bonne pratique. Je n'éteins pas mon ordinateur. Et la dernière, dans le cadre de soins non programmés, je collecte des informations personnelles et de santé par Google Forms. Bon, là, il n'y a que des pouces en bas, Bravo, c'est ça. exclusivement. Ouais. Bravo. Voilà, donc l'idée, c'était de voir un petit peu quelles étaient vos pratiques et peut-être vos habitudes, hein, sans savoir si c'est une bonne ou mauvaise pratique, mais on va revoir ensemble tous ces éléments-là et on va commencer par un sujet euh, qui peut être un peu complexe, mais comme l'a dit Hubert, on pourra être là, Hubert en particulier pourra être là pour vous accompagner derrière. Là, on va effleurer ce sujet-là, vous donner quelques informations, mais on n'ira pas plus loin parce qu'on manquera de temps et puis il faudra adapter à chacun de vos besoins de toute façon. Alors, déjà vérifier ensemble ce qu'est le RGPD. Donc, un règlement général de protection des données, ça je pense que vous le savez tous, que c'est un texte réglementaire qui est européen et qui encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l'Union européenne. Il définit les données personnelles comme toute formation se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, nom, adresse, email, âge, sexe, par exemple, etc., mais aussi d'autres façons. Je voudrais rappeler que le RGPD ne concerne pas que les données numériques. Tous les vecteurs de transmission sont concernés, hein. Physique, par exemple, un post-it, un cahier, le fax, euh, un journal, mais bon, on note moins de choses généralement, c'est pas nous qui émanons la donnée sur le journal. Et oral aussi. Quand on donne de l'information oralement, quand on est un professionnel de santé, eh bien, on est assujetti également, on est soumis au RGPD, même sur l'oralité. Juste pour vous rappeler quelles sont les missions du RGPD, donc renforcer les droits des personnes, le RGPD a pour objectif de sécuriser les données de santé de la famille, pour parler au sens large. Sur le territoire de l'Union européenne, ça, je vous l'ai déjà dit, mais peut-être quelque chose que vous savez un peu moins, c'est qu'il a pour objectif également de responsabiliser les organismes dans le traitement de leurs données. Alors, quand on parle d'organisme, on parle d'entité morale, hein. Donc, vous, en tant que soignants libéraux, vous êtes responsable de la donnée que vous récoltez. Donc ça, c'est un sujet important puisque la CNIL qui va contrôler le RGPD, en tout cas les bonnes applications du RGPD, va être capable de vous responsabiliser, entre autres par des sanctions, et on verra ça un petit peu après. Juste pour préciser, le règlement européen de protection des données, le RGPD, s'applique à tout responsable de traitement, c'est-à-dire toute structure qui traite des données de citoyens européens, mais même en dehors de l'Union européenne. C'est le- Voilà, merci pour cette précision, et c'est important de le signaler. Alors, on va aborder ensemble les différents types de données. Ça a son importance parce que vous allez voir que dans le respect du RGPD, comprendre quelles sont les différentes données, ça a son importance. La première type de données, c'est les données identifiantes. C'est assez facile, les données identifiantes, c'est le nom, le prénom, un email nominatif, une photo. Euh, Là, on a une donnée où dans un seul coup d'œil, on peut savoir qui est la personne. Les données indirectement identifiantes, comme les exemples que je vous ai mis en dessous, le numéro de sécurité sociale, des données liées à une identité physique, tiens, il est grand, il est petit, il est fort, etc. Il joue de la trompette ou je ne sais trop quoi. Les données génétiques ou biométriques, comme par exemple les empreintes de pouce, par exemple l'ADN, et toutes les données qui sont liées à la santé. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Bah,
une personne qui est atteinte d'une pathologie X. Voilà. Ces données-là, elles ne vont pas identifier directement la personne. Néanmoins, lorsqu'on rassemble à plusieurs types de ces données-là, comme l'exemple que je vous mets complètement à droite, eh bien, on pourrait deviner qui est cette personne. L'exemple que je vous ai mis à droite, c'est, euh, on imagine deux professionnels qui parlent ensemble et qui disent, mais si, tu sais, c'est la personne qui vit à telle adresse, elle est mariée à une autre femme et elle fait partie de l'association de peinture du quartier. Bon. Ah oui, c'est Madame Dupont. Bon ben voilà, avec plusieurs données indirectement identifiantes, on va pouvoir identifier la personne. D'où l'importance de protéger ces données-là, parce que même si ce ne sont pas des données directement identifiantes, eh bien par un regroupement, on va pouvoir identifier la personne. Donc la protection, elle est capitale par rapport à tous les types de données. On va refaire un petit point également sur ce qu'est la donnée sensible et ce qu'il est interdit de recueillir à la base des consignes du RGPD, des règles du RGPD. Les premiers éléments qui sont interdits de recueillir, ce sont les données d'origine raciale ou d'origine éthique. On ne recueille pas de données de ce type-là. On ne recueille pas non plus de la donnée de santé. On va revoir après certains éléments. On ne recueille pas des convictions religieuses ou philosophiques. On ne recueille pas des vies ou orientations sexuelles, de la biométrie ou de la génétique, et on ne recueille pas non plus d'opinions politiques. Pardon. Pourquoi on ne recueille pas ce type de données-là à la base? euh, Il est pour respecter la vie privée des personnes et puis pour agir aussi contre la discrimination. L'objectif de base, il est celui-ci. Il y a un autre objectif qui est aussi d'encadrer un usage commercial, mais vous, c'est pas votre champ d'action, donc je passe très très vite. Alors vous allez me dire, les données à caractère personnel, ok, on les recueille, cette donnée-là, pourtant, on en recueille aussi. Eh bien oui, parce qu'il y a des exceptions. Les exceptions, c'est lorsque vous devez sauver la vie humaine ou avoir une prise en charge d'un patient. Sauver la vie humaine, on pourrait imaginer que c'est dans une situation d'urgence. Non, c'est aussi lorsque vous suivez un patient, et bien dans ce cas-là, vous avez l'autorisation de respecter de la donnée. Lorsque l'utilisation est justifiée par l'intérêt de la CNIL, dans votre contexte, ça pourrait être dans le cadre d'une recherche, par exemple. Euh, Dans ce cadre-là, on pourrait collecter de la donnée parce que le cadre d'une recherche est extrêmement encadré par des textes du RGPD. Si les informations sont rendues publiques, à partir du moment où un de vos patients divulgue sur les réseaux sociaux qu'il a telle pathologie ou autre chose que peut-être vous n'étiez même pas au courant, hein, et bien dans ce cas-là, il a divulgué lui, on pourrait, là je me conditionnel, on pourrait réutiliser peut-être cette donnée-là. Maintenant, on verra plus tard que dans quelles conditions vous réutiliserez ou pas. Et puis le dernier qui vous concerne un peu moins, mais si elle concerne des membres ou des adhérents d'une association, d'organisation politique, syndicale ou religieuse ou philosophique, eh bien oui, là effectivement, si vous appartenez ou si vous allez vers une association de ce type-là, ça paraît logique aussi qu'on vous demande certaines informations. Donc ça, c'est sur les règles de base, mais on va aller un tout petit peu plus loin après sur cette protection des données sensibles. Afin de garantir le respect de la vie privée des personnes, les personnes bénéficient d'une protection particulière par les textes RGPD. Et ces protections, elles peuvent se formaliser au travers de ces deux situations-là, c'est-à-dire la pseudonymisation et l'anonymisation. La pseudonymisation a pour principe de limiter les possibilités d'identification en remplaçant les données directement identifiantes d'une personne, comme le nom, le prénom, le numéro de téléphone, par un matricule non identifiant. On a besoin, lorsqu'on a ce matricule ou ce QR code, là par exemple, on a ce code barre, là on a utilisé un code barre comme illustration, on a besoin d'une grille de lecture pour pouvoir retrouver
la personne. Dans quel cas on va peut-être pseudonymiser les données? Eh bien, je peux vous en donner un que vous connaissez bien, c'est lorsque vous allez donner votre sang. Au moment où vous donnez votre sang, on va vous demander votre nom, votre prénom et puis d'autres informations d'ordre personnel. Et quand la pochette de sang part, elle part sans votre nom. Néanmoins, si jamais dans l'analyse de votre sang, il y a quelque chose qui n'est pas bien et qu'il faut qu'on vous prévienne, une maladie ou autre chose, eh bien, on va pouvoir récupérer, là, cette fois-ci, vos données pour pouvoir vous enfermer. Donc, dans le principe de pseudonymisation, on va avoir la possibilité de récupérer l'information avec une grille de lecture qui correspond au code barre si on reprend l'image ici. Sur le principe d'anonymisation, c'est tout autre chose. Au contraire, là, ça consiste à supprimer, voire carrément à altérer de manière irréversible toutes les données identifiantes, donc directement identifiantes ou indirectement identifiantes, hein. Dans ce cas-là, on rend impossible la réidentification d'une personne. La situation d'une anonymisation, ça pourrait être par exemple dans un programme de recherche, lorsqu'on veut faire de l'analyse populationnelle. Eh bien là, on va totalement anonymiser les données des personnes. Voilà, c'était quelques points qu'on voulait vous repréciser sur les notions de RGPD qui sont des basiques, mais qui sont intéressants à connaître. Pour poursuivre sur ces bases-là, on va parler du cycle de vie de la donnée. Et le cycle de vie de la donnée, c'est votre quotidien. Il est important vraiment de comprendre ce cycle-là, puisque c'est ce que vous pratiquez tous les jours. Et vous allez voir, ça va faire écho avec ce qu'on a dit juste avant. Le premier acte que vous faites, c'est collecter de l'information. Lorsque vous recevez un patient, peut-être pour la première fois, mais pas que pour la première fois, vous allez collecter certaines informations. Donc, il y a un principe à respecter sur cette collecte-là. Alors, juste un petit point, la collecte, elle peut se faire soit en face à face, je récupère les informations, mais on pourrait imaginer aussi qu'elle puisse se faire par le biais d'un formulaire. On pourrait aussi imaginer ça. Alors, c'est peut-être pas dans vos pratiques, hein, mais on pourrait l'imaginer de cette façon-là, en amont d'un rendez-vous, par exemple. Le premier principe à respecter, c'est le principe de minimisation. On doit absolument appliquer ce principe de minimisation et n'enregistrer que les données qui sont nécessaires à l'atteinte des finalités qu'on s'est données. C'est-à-dire, je ne vais récolter que les informations qui vont m'être utiles dans ma pratique. Si il y a des informations que pourrait me donner spontanément le patient, mais qui n'ont pas d'intérêt dans ma pratique, je ne les enregistre pas, je ne les collecte pas. On verra après un peu plus quel pourrait être ce type de données. Le deuxième acte du cycle de vie de la donnée, c'est l'enregistrement et le traitement. Alors, l'enregistrement doit se faire dans un espace de stockage, dans un serveur, une base de données, et il est important que cette base de données soit ultra sécurisée. Généralement, les logiciels, les LGC, les logiciels de gestion de consultation que vous utilisez pour la majorité d'entre vous sont sécurisés, je l'espère, mais il est toujours bon quand même de le redire. Dans cet espace-là d'enregistrement et de traitement, vous êtes plutôt sur votre base active, votre file active de patients. L'accès aux données doit être sécurisé via une identification robuste. On verra après ce que c'est qu'une identification robuste et une gestion d'habilitation permettant de limiter l'accès aux informations qui sont nécessaires. Par exemple, si vous avez un assistant médical ou autre personne à côté, peut-être que vous n'allez pas lui donner les mêmes droits à toutes les informations qu'à vous-même, praticien, par exemple. Parce qu'il n'y a pas nécessité que cette personne-là voit peut-être l'ensemble des données. Donc voilà pour l'enregistrement et le traitement. Ensuite va venir la sauvegarde. Et là, on va vraiment attirer votre attention sur le sujet de la sauvegarde. C'est vraiment une étape nécessaire car elle permet de récupérer les données en cas d'altération ou malencontreusement de suppression. Imaginez qu'il se passe quoi que ce soit, tout est dans votre base active, dans votre logiciel, et
si vous n'avez pas fait de sauvegarde, vous risquez de tout perdre. Donc, ce qu'il est important de faire, c'est de tester la restauration pour s'assurer qu'elle fonctionne bien. On a vu des cas, je ne sais pas si Hubert ou Eric pourraient en parler, mais on a vu des cas où on pensait que la restauration, enfin dans certaines structures de mémoire, pour moi c'était dans une structure médico-sociale, pas chez un libéral, mais la même chose pourrait arriver. On pensait que la restauration, la sauvegarde, pardon, se faisait et en réalité, elle ne se faisait pas du tout. Donc, c'est bien de temps en temps d'aller vérifier que cette restauration est bien active et qu'elle se fait bien. Idéalement, les sauvegardes doivent être déconnectées, si c'est possible, pour les protéger de toute atteinte suite à une cyberattaque. Une sauvegarde déconnectée, ça pourrait être par exemple un disque dur. Ça pourrait être ça. Vous pourriez sauvegarder toutes les données au travers d'un disque dur. Idéalement, il faudrait que ce disque dur soit crypté pour que, on ne sait jamais, ce disque dur, vous le conservez chez vous. euh, des voleurs s'introduisent chez vous, volent ce disque dur. Il faut qu'il soit dans l'incapacité de lire ce qu'il y a sur votre disque dur. Donc, idéalement, ce disque dur devrait être crypté. On veut aussi attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas utiliser de sauvegarde de type OneDrive ou Google Drive ou je ne sais quoi, parce que là, pour le coup, c'est pas du tout sécurisé, hein. Là, je vais prononcer un petit adage qu'aime bien un de nos collègues qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui aime bien, mais que je trouve très parlant. Euh, Ce petit adage dit tout ce qui est gratuit, c'est vous le produit. Donc, je vous laisse en déduire ce qu'il peut y avoir derrière. Mais toutes les solutions gratuites qui sont à votre portée de main, qui, on vous l'accorde, sont très bien faites, faciles d'utilisation. Mais ça ne veut pas dire que c'est sécurisé. Ça ne veut pas dire que la donnée vous appartient à 100%. C'est même sûr qu'elle ne vous appartient pas. Donc, il faut avoir beaucoup d'attention sur ce type d'outils qui sont gratuits. Donc, je vous ai parlé, je regarde mes petites notes de ça. Oui, voilà. Donc, le chiffrage de l'outil, du support qui va sauvegarder vos données, il est vraiment important. Donc, ça, c'est la partie sauvegarde. Mais à un moment donné, il va aussi falloir archiver vos informations. Donc, le fait d'archiver, ça permet de sortir vos données de la base active afin de les conserver en limitant leur accès. Normalement, quand on s'est archivé, on a moins de possibilités d'accéder aux données. Cet archivage, il doit respecter les obligations légales que vous avez toutes. Par exemple, sur un dossier patient, vous avez une durée de conservation d'un dossier patient à partir du moment où le patient ne vient plus vous voir. Eh bien, idéalement, cette notion d'archivage, elle doit respecter les délais qui concernent vos dossiers. Et enfin, le dernier acte, c'est la suppression. Donc la suppression, c'est vraiment la dernière étape quand on a atteint l'échéance. Donc évidemment, tant que vos patients sont dans votre file active, bah, vous allez les garder, bien évidemment, mais ceux qui décèdent, ceux qui ont quitté la région, ceux qui ont quitté le secteur, eh bien, ceux-là, à un moment donné, dans un délai qu'on verra après, doivent être supprimés. Logiquement, vos logiciels doivent faire tout ce qu'on vient de se dire, doivent respecter le cycle de vie de la donnée. On ne connaît pas la totalité, nous, au sein du grade des logiciels, donc on vous invite à regarder si effectivement votre logiciel assure ce process-là. Ça peut être pertinent de le faire parfois, donc on vous invite à le faire. On va parler maintenant dans quel cadre appliquer au dossier patient. Le premier, c'est informer les patients et s'assurer du respect de leurs droits. Lorsque vous êtes un libéral ou que vous êtes en structure, parce que vous pourriez être dans une maison de santé ou dans une CPTS, hein, vous devez informer vos patients de l'existence des dossiers et de leurs droits à cet égard-là. Cette information, comme on l'a vu tout à l'heure, peut se faire par affichage dans la salle d'attente, par exemple, mais elle peut aussi se faire par la remise d'un document spécifique, un dépliant ou autre. Voilà.
La CNIL, sur son site, propose un support dans son guide. Donc, vous pourriez tout à fait vous inspirer de ce support-là pour créer le vôtre. Dans ce support, on doit y trouver les éléments suivants. Donc, ça, c'est impératif, les éléments que je vais vous dire. On doit y trouver les éléments suivants, c'est-à-dire le nom du praticien, médecin, infirmier ou autre, je ne sais pas qui y a exactement dans la salle, euh, et vos coordonnées. On doit y trouver les finalités et les bases juridiques du traitement de la donnée, y compris les finalités ultérieures, les destinataires des données, la durée de conservation, les droits de la personne. Donc les droits de la personne, je vais les citer, mais on n'ira pas de façon profonde dans ces droits-là, mais je vais quand même vous les citer. C'est le droit d'accès. Le patient a le droit d'accéder à la donnée de santé que vous avez sur lui. Le droit de rectification, il a le droit de vous demander à rectifier certaines informations. Sous certaines conditions, le droit d'effacement, le droit de limitation, le droit d'opposition et le fait de préciser aussi dans cet affichage qu'il a le droit de réclamer auprès de la CNIL une aide, si jamais il estime que le traitement de sa donnée au sein de votre cabinet n'est pas bien fait. Voilà, il a le droit, ou il a des doutes, voilà, il a le droit de réclamer auprès de la CNIL de l'aide. On doit y trouver également des caractères obligatoires des données fournies et des conséquences éventuelles en cas de refus. C'est-à-dire que on doit pouvoir préciser quel type de données on veut récupérer et si le patient refuse de donner ces données, à quoi il s'expose. On doit pouvoir trouver ça. Et le cas échéant, l'utilisation ultérieure de données pour une finalité autre que celle pour laquelle les données ont été collectées. Euh, on a vu tout à l'heure qu'il faut respecter le principe de minimisation de la collecte. Mais peut-être que parfois, vous aurez besoin de collecter d'autres informations peu plus, un peu différentes parce que la situation s'y prête. Ou ça peut être aussi dans un cas où vous souhaitez utiliser de façon ultérieure les données, euh, par exemple à des fins de recherche. Vous rentrez dans un protocole de recherche et vous vous dites, tiens, tiens, les données de certains patients que j'ai, elles vont me permettre d'alimenter ma recherche. Donc ça, tout ça, il faut pouvoir le préciser. Limiter les informations collectées, on en a déjà pas mal parlé, mais on va revenir dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, dans votre activité de tous les jours, avec vos patients, vous allez exercer des activités de prévention, de diagnostic, de soins, et vous allez aussi gérer votre cabinet. Eh bien, les données que vous allez collecter, elles vont servir à tout ça. Et de façon générale, ce que vous allez collecter, ce sont des données d'identification, nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale, fatalement, puisque pour les télétransmissions en caisse d'assurance maladie, vous en avez besoin. Selon certains contextes, vous allez collecter des données concernant la situation familiale, si les personnes sont mariées, si elles ont des enfants, combien elles en ont, etc. Pareil, en fonction de certains contextes, euh, vous allez collecter des informations de vie professionnelle, la profession, les conditions de travail, par exemple. Vous allez collecter des informations sur la santé, forcément, historique médical, historique de soins, diagnostics médicaux, traitements, nature des actes effectués, des résultats d'examen en biologie, par exemple, ou tout autre élément. Vous allez collecter des informations peut-être relatives aux habitudes de vie. Tout ça sont des éléments qui sont plutôt classiques. Pour toute autre collecte, parce que la prise en charge nécessite d'avoir d'autres informations, eh bien, il va falloir être un peu plus précautionneux sur ces autres types d'informations. Être sûr que vous allez bien les utiliser et dans quel contexte vous allez les utiliser. Je le redis, ça paraît évident, mais de le dire, c'est bien. Toute autre utilisation à titre personnel pour vous, hein, ou
commercial, évidemment, des dossiers de vos patients est évidemment prohibé. Bon, ça paraît logique pour tout le monde, mais c'est bien des fois de le redire. Le troisième point, c'est tenir à jour un registre des traitements. Bon, ce serait intéressant de savoir si c'est fait dans vos établissements et si c'est fait, bravo. Juste pour information, il doit y avoir dans ce registre des traitements, c'est quelles sont les parties prenantes, les représentants, les sous-traitants et les co-responsables du traitement de la donnée. Les catégories de données traitées, à quoi servent ces données? On en revient toujours au même, hein. À quoi servent ces données? Qu'est-ce que vous en faites de ces données? Qui accède aux données et à qui elles sont éventuellement communiquées? Combien de temps vous les conservez et comment elles sont sécurisées? Alors, ce registre-là, euh, il faut que vous l'ayez, mais il faut que vous l'ayez surtout en cas de problème. Quand tout va bien, tout va bien. Peut-être je ne l'ai pas fait, bon, mais je n'ai pas de réclamation, tout va bien. Si jamais vous aviez un contrôle de la CNIL, eh bien, ma foi, il faudrait pouvoir présenter ce registre-là. Mais il peut aussi avoir un caractère de structurant aussi pour vous, hein, par rapport à tous les éléments qu'on vient de dire. Supprimer les dossiers de manière générale et toute information ayant dépassé le délai de conservation. Ça, on va voir cet élément-là tout à l'heure à la slide d'après par un petit jeu. Et le 5, mettre en place des mesures appropriées de sécurité de vos données de patients. Donc là, chacun d'entre vous, ou structure, si vous dépendez d'une structure, vous devez prendre des précautions pour empêcher qu'un tiers non autorisé ait accès aux données de santé. Donc, un tiers non autorisé, c'est par exemple un cyberattaquant. Voilà, par exemple, mais pas que, hein. Ça peut être, je sais pas, des gens dans votre entourage qui rentrent dans votre cabinet et je ne sais pas qui pourraient aller. Bon, ça, je souhaite que ça n'arrive pas, mais on ne sait jamais. Des fois, on pourrait y avoir des choses comme ça. Donc, en effet, seules certaines personnes sont autorisées, au regard de leur mission, à accéder aux données. Il y a peut-être dans vos cabinets des assistants médicaux. Eh bien là aussi, vous allez cadrer tout ça pour permettre à cet assistant médical d'accéder à certaines données, mais peut-être pas toutes. Vous devez aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser et protéger les données personnelles, respecter les mesures prévues par les référentiels de sécurité et d'interopérabilité. Logiquement, si votre logiciel est à jour et bien fait, vous devez avoir tout ça. Mais c'est toujours bon de le redire parce que parfois, on s'aperçoit que le système de sécurité du logiciel, s'il est peut-être pas récent, il respecte peut-être pas toujours les dernières données, les dernières règles, pardon, qui sont nécessaires à la protection de la donnée. Quand tout va bien, je le répète. Mais si vous avez un incident et que la CNIL, encore une fois, met son nez dedans, eh bien, vous risqueriez là aussi d'être embêté. On poursuit sur la durée de conservation. Donc là, on vous propose un petit sondage aussi sur les durées de conservation à titre juste indicatif et puis pour casser un petit peu ce phénomène descendant et on vous invite à y répondre. Donc allez-y, on vous laisse proposer vos réponses. Moi, je pense que je peux arrêter le sondage. Non, il y a encore des personnes.
Donc, sur la première question, on a une majorité de réponses donc j'ai répondu dans le chat, sur la durée de conservation des données suite à la dernière consultation. Donc, la majorité, 40%, indique une durée de 20 ans, qui est la bonne réponse. Ensuite, sur la deuxième question, en cas de décès, quelle est la durée de conservation d'un dossier patient? Donc, la bonne réponse, effectivement, majoritaire, à plus de 50%. La durée de conservation est de 10 ans du dossier patient. À l'issue de cette période, le dossier doit être supprimé. Dernière question sur la durée de conservation des feuilles de soins. Donc, il y a ex aequo, les durées proposées sont entre 1 an et 2 ans. Et donc, la bonne réponse, Christelle, je te laisse peut-être dérouler voilà, les animations. La bonne réponse, c'est 2 ans, qui correspond à la durée légale de prescription de l'assurance maladie de ces données, de feuilles de soins. Ton micro est coupé, Christelle. Ah, Hop, oui, c'est bon, on c'est t'entend à bon, nouveau. c'est revenu. OK. Alors, on ne va pas aller plus loin sur le sujet des durées de conservation parce que vous allez voir à la fin, on vous mettra des liens sur plein de documents qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin parce qu'évidemment, là, c'était assez simple, mais en fonction de certaines situations, vous savez aussi bien que moi que les durées, elles peuvent varier. Donc, on ne rentre pas dans ce détail-là, mais en tout cas, on vous donnera accès, je vous montrerai après, quand vous aurez le diaporama dans vos retour sur vos messageries, eh bien, on vous donnera accès à certaines informations qui vous permettront de creuser un petit peu ce sujet-là. Alors, je pense que ça peut peut-être, si jamais vous en sentez le besoin, puisque la Fédération des URPS avait pour projet, on ne l'a pas précisé en début de session, mais vu que ce webinaire a vocation à être simple, enfin, avoir les premiers niveaux d'information, peut-être que derrière, il y aura, sous forme d'atelier, prise en main de certains sujets pour les creuser un petit peu plus loin. Donc, ce sera peut-être l'occasion de partager ça à un moment donné de la session ou indirectement auprès de David ou de Camille pour aller un peu plus loin sur d'autres sujets. On va parler des sanctions parce que on pense que le RGPD et les contrôles n'arrivent qu'aux autres, mais non, pas du tout, ils n'arrivent pas qu'aux autres. Donc les premières sanctions, ça va être un rappel à l'ordre, c'est pas voilà, rappel à l'ordre, c'est pas très grave, on se met en conformité et ça passe. L'injonction de mise en conformité, ben là, on est déjà sur un cran au-dessus. Vous avez quand même cette obligation et il y aura forcément un contrôle derrière. La limitation ou l'interdiction de traitement, dans votre quotidien, si jamais ça arrive, ça devient beaucoup plus complexe. Et puis, il y a cette notion d'amende qui peut arriver. Alors, évidemment, les amendes, elles correspondent aussi à l'infraction, mais on veut quand même vous citer un cas qui est arrivé en juin 2024 où une sanction a été infligée à un médecin généraliste, sanction de 4 000 euros, une amende de 4 000 euros parce qu'il n'avait pas respecté le droit d'accès au dossier médical de son patient. Voilà. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Soyez extrêmement vigilants sur ce sujet-là parce que ça pourrait, si vous ne respectez pas bien les règles qu'on vient d'émettre, vous arrivez, je ne vous le souhaite pas, mais c'est un risque. On peut également, pour vous aider dans cette démarche-là, faire appel à un DPO, donc en français un délégué de la protection des données. DPO, c'est de l'anglais, un Data Protect Officer. Ce DPO n'a pas il n'y a pas d'obligation d'avoir un DPO quand on est libéral. Il n'y a pas cette obligation-là. Par contre, dès qu'on est dans une MSP, une CPTS, une pharmacie, enfin une structure, hein, eh bien là, l'obligation, elle arrive. Le DPO est obligatoire. Cependant, euh, si vous n'avez pas de DPO, le responsable de la protection des données, c'est vous. Voilà. Si vous souhaitiez avoir un DPO, ce qui serait légitime, hein,
on pourrait imaginer que ce DPO puisse être un DPO externalisé et voire même mutualisé avec plusieurs professions libérales. Pourquoi pas? C'est tout à fait envisageable, hein. Donc il y a des services externes qui existent et qui mettent à disposition des DPO pour les libéraux. Vous pourriez aussi euh, imaginer vous former si vous souhaitez être votre propre DPO, pourquoi pas. Vous pourriez aussi dire ben, je vais me faire former et puis je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir bien respecter la protection des données et le RGPD. Il existe pas mal de formations sur le marché. Euh, Certaines certifiantes, d'autres pas. L'AFNOR en propose une de 5 jours, par exemple. Sur la CNIL, vous allez pouvoir trouver une liste des organismes de formation qui délivrent cette certification. Et nous, on peut vous proposer un MOOC qui est gratuit, un MOOC RGPD, mais qui est un MOOC général. Il n'est pas ciblé santé du tout, qui est un MOOC général, mais qui, qui donne vraiment une très belle base sur le RGPD et c'est très intéressant et c'est gratuit. Donc, si ça vous intéresse, on pourra éventuellement vous passer ce lien. Je peux le partager en direct là dans le chat. Bah, vas-y, fais-le. Voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez y aller directement. On en a fini sur le RGPD, mais si vous souhaitez aller plus loin, chaque étiquette ici, ou lien que vous avez, voilà, vous mènera à des informations complémentaires sur le RGPD et vous permettra d'aller plus loin sur le sujet. Et puis, évidemment, il reste toujours Hubert à votre disposition pour plusieurs informations. J'ai oublié vous m'en excuserez, de vous donner une petite information. Si vous souhaitez rester en conformité pour le RGPD, le GRAD propose aussi un outil qui s'appelle MADIS, qui est un outil gratuit, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas financé, pas gratuit, mais financé, et qui peut être à votre disposition pour vous aider dans la conformité RGPD de vos données de santé. Oui, il s'agit d'un logiciel effectivement open source. On héberge au niveau de la région une instance ouverte à l'ensemble du secteur de la santé, donc les structures ou même au niveau libéral, hein, si vous le souhaitez, disposer de votre instance qui intégrera votre registre de traitement, mais également tous les outils qui vous guideront dans le pilotage de votre conformité au RGPD, à la protection des données. Voilà. On vous laisse la place si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas. Soit vous les posez dans le chat, soit vous pouvez prendre la parole si vous voulez, hein, c'est possible aussi. Pas de questions, a priori. Si. Si. Attendez, si j'arrive. Bah, j'arrive pas à débloquer ma caméra, moi. C'est quoi ce bazar? Alors, On vous entend, c'est le principal. Oui. Oui, à partir du moment où on a un logiciel hébergé, tout ce qui est sauvegarde, tout ce qui est sécurisation des données, etc., c'est l'hébergeur qui en a la responsabilité. euh, oui, alors effectivement, s'il s'agit de données de santé, il est demandé à l'hébergeur de détenir une certification HDS, hébergeur de données de santé. Mhm. Finalement, il en a la responsabilité opérationnelle, mais c'est à vous de contrôler Mm, qu'il fait bien le travail et que c'est bien conforme. mm, Et effectivement, comme dit mm. Hubert, il y a dans le monde de la santé des agréments qu'il faut obtenir, hein. Les éditeurs, ils sont connus, hein. Et effectivement, on parle d'hébergement de données de santé, le label HDS. Mais nous, on n'a aucune compétence à vérifier qu'un éditeur de logiciel comment dire, fait bien son boulot. Mhm. Mais enfin, la certification HDS, justement, est là pour ça. C'est Oui, que ben, on est il bien doit, d'accord. Hmm. après, en fonction des outils, mais pour la plupart, les éditeurs, d'un point de vue RGPD, Règlement européen de protection des données, se positionnent comme des sous-traitants, c'est-à-dire agissant selon vos directives, entre guillemets, quoi. Par contre, ils se doivent de fournir les mesures de sécurité adéquates.
Est-ce qu'on a répondu à votre interrogation? Oui, oui, oui. Ouais. On a d'autres questions. Philippe Joberti a levé la main et Oui, après on oui, a la CNSS Clepsios. j'ai une question. Je suis kinésithérapeute travaillant beaucoup à domicile et je suis un très mauvais élève parce que j'ai tous mes patients dans mon téléphone. Parce que si je dois éventuellement annuler un rendez-vous ou le reporter ou quelqu'un doit m'appeler pour une raison X, eh bien c'est dans mon iPhone. Alors je sais bien que ça doit être un peu répréhensible, mais tant pis. Est-ce que vous utilisez des plateformes de rendez-vous type Non, Maya, Doctolib? Non. non, non, rien. C'est uniquement dans mon téléphone qui a un code à 4 chiffres, hein, voire 6 chiffres. C'est tout. Hmm. C'est Et vous avez vos pas. dossiers patients dans votre téléphone Ah aussi? non, 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 Des non, j'ai contacts, juste des les numéros contacts. de téléphone, j'ai pas les Juste adresses, les numéro de contacts. téléphone. D'accord. Et j'ai même ceux qui sont décédés parce que je sais même pas s'ils sont décédés. Il y en a plein que je sais pas. Et ils sont plus en rendez-vous, bah oui, ils sont peut-être morts, j'en sais rien. J'ai tous mes patients depuis 20 ans. Voilà. D'accord. Alors, Ben, alors, si voilà, dans la mesure où c'est alors, des données certes nominatives, Ah oui. euh, voilà, d'un point de vue RGPD, vous devez décrire ce traitement de données, c'est-à-dire le fait d'avoir un répertoire téléphonique dans votre téléphone, mais je pense que vous n'êtes pas le seul, et en indiquant que la mesure de sécurité, c'est le code de verrouillage de votre téléphone. Ce qui peut, sur un iPhone, ce qui est quand même, enfin, 4 chiffres, il faudrait peut-être mettre un peu plus, et Oui, 6, mais c'est maximum oui, 6. voilà, non, mais, donc, non, ça, voilà, le principal, c'est qu'il n'y ait pas de données patients, mais même un iPhone qui est verrouillé, quelque part, les données qu'il détient sont quand même bien sécurisées. Et puis, on en revient, si c'est des contacts téléphoniques, c'est pas le même niveau de sensibilité que si c'était des données de santé. des données de santé. J'ai encore une question. Étant dans un groupement d'employeurs de santé ambulatoire, nous voulions éventuellement disposer des adresses postales des médecins, des CPTS, des MSP. Est-ce que ça aussi, c'est absolument interdit? Je sais Non, pas. non, dans la mesure où la finalité est légitime et légale, et il n'y a pas de. Par contre, ces données-là, vous ne devez pas les laisser sur un fichier en clair sur un PC non verrouillé. Il faut qu'il y ait des mesures de sécurité qui limitent l'accès à ces données à caractère personnel uniquement aux personnes à qui elles sont destinées. Donc, à partir du moment où la structure, bon, il se trouve que c'est la fédération des URPS qui a les données, elle Hmm. peut faire les envois postaux. Euh, Moi, enfin, je connais pas exactement, enfin, faudrait voir plus en détail, mais ça ne me choque pas. Après, ce qu'il faut, c'est que ces données aient un niveau de protection suffisant Oui, vis-à-vis de leur sensibilité. C'est elles tout. l'ont, mais Oui. bon, je reviens un peu là-dessus, 30 Hmm. secondes, pour Hmm. dire que le groupement d'employeurs, si on envoie quelque chose, c'est un petit peu commercial, l'air de rien. Bon, Ah, oui, c'est pour faciliter éventuellement l'embauche d'assistants médicaux, etc., etc. Donc voilà, il y a forcément une connotation commerciale pour faciliter l'accès d'assistants médicaux, etc. Donc voilà, le problème est là. Mais c'est uniquement non. un groupement d'employeurs santé ambulatoire, Oui, parce régional. que tu veux transmettre les données que tu as côté Fédé au GESA. Et c'est là la Non, problématique, c'est que tu n'as pas l'accord. Non, non, non. Je voudrais qu'éventuellement Hmm. la Fédé puisse envoyer voilà, un petit flyer à tous les. Voilà, mais un flyer papier. Mais, pour compléter et hmm. pour alimenter la question, donc Tiffaine de l'URPS infirmier, on avait effectivement, Hubert, reçu Hmm. une notification de l'ANS qui avait effectivement toutes les bases de données des professionnels libéraux, mais qu'il ne divulguait, et Camille, tu me rediras si besoin, qu'en cas de gestion de crise, Oui, mais qu'on ne oui, pouvait ça pas va. utiliser D'accord, donc, autrement les adresses, comme disait Monsieur Joberti, postales, mail, etc., pour des diffusions d'informations. Ce Non, non, mais qui pour nous est effectivement bloquant, je parle des organisations de professionnels libéraux,
pour communiquer avec l'ensemble de nos membres ou en tout cas de nos homologues et nos collègues. Ok. Voilà. Je Alors, pense que c'était ça, Monsieur Joberti, que vous vouliez évoquer. d'accord. D'un point de vue conformité RGPD, voilà, si on a une base de données et qu'on souhaite l'utiliser à une autre finalité que ce pourquoi elle a été constituée, ça veut dire Mm. que les personnes ont été informées que leurs données étaient potentiellement utilisables en cas d'urgence. Si c'est pour les utiliser dans un autre but, Contexte. il faut passer par une nouvelle information, le cas échéant, un recueil du consentement. Bon, là, ça me... Ouais. Bon, en l'occurrence, c'est pas spécifique à notre région, hein. Si ça a été pour d'autres régions et pour d'autres URPS, voilà, ça a été la même réponse de l'ANS qui était dit que la finalité n'était pas spécifiée pour une diffusion d'informations, mais uniquement pour la gestion de crise. On n'avait pas l'accès à ces données-là. Ok, on Très va bien. avancer. Il y a la secrétaire Klepsos qui a une question et le docteur Bidot ensuite. Et il y a des questions dans le chat, Hubert. Oui, bonsoir à tous. J'avais juste une petite question pour compléter la question sur le logiciel. Moi, je fais des sauvegardes du coup hebdomadaires sur un support externe et vous parliez de cryptage. Moi, je veux considérer, peut-être à tort, que du coup, les sauvegardes qui étaient faites sur support externe par le logiciel étaient déjà cryptées et qu'il n'y avait pas besoin d'un cryptage supplémentaire. Ou alors, c'est que j'ai mal compris tout à l'heure. Non, mais Encore tout à fait. une Oui. fois, là, sur l'outil, Mm. ça dépend ce qui est convenu et ce qu'il y a comme en termes d'options, c'est du paramétrage, hein. Euh, est-ce que ça a Oui, été mais est-ce que dans paramétré? leur cahier des charges qui leur est demandé, c'est que la sauvegarde soit cryptée? Moi, j'en sais rien. J'avoue que j'ai jamais essayé de ce que vous avez dit tout à l'heure d'extraire. J'ai jamais eu de gros bugs, donc finalement, j'ai jamais utilisé ces sauvegardes. Mais je fais une sauvegarde sur mon disque dur de PC et je fais une sauvegarde sur un disque dur externe de manière hebdomadaire. Donc, je pensais être un bon élève de ce côté-là. C'est vrai que j'ai jamais essayé de les extraire, mais pour moi, ces sauvegardes, c'est ni plus ni moins qu'un fichier que moi, enfin, si je en l'ouvre sur n'importe quel ordinateur, ça apporte pas grand-chose. On n'accède pas directement aux données patients, mais j'imaginais qu'elles étaient déjà cryptées parce que ça faisait partie du cahier des charges du logiciel. Quand vous dites ça fait partie du cahier des charges, ça a été bien indiqué auprès de l'éditeur et enfin, c'est clair dès le début. Parce que c'est pas systématique. Le cryptage n'est pas systématique. D'accord, mais concrètement, moi, mon éditeur, c'est CGDIB, pour pas les citer. Du coup, est-ce que il faut que je fasse un cryptage supplémentaire sur mon support externe ou franchement, en général, le cryptage qui est fait par les logiciels, c'est suffisant. Enfin, pour être Si très... contractuellement ils vous disent que c'est crypté, tout va bien. Maintenant, reste à vérifier et à refaire un test de restauration. Et puis vous verrez bien. D'accord, mais si je fais un test de restauration, je le mets, je branche, j'essaye d'installer sur mon PC perso, par exemple, le logiciel, je branche la clé USB et je vois si j'arrive à extraire toutes les données. Mais je vais arriver à en extraire, mais le logiciel, il va décrypter. Donc, je pourrais pas savoir si c'est suffisamment crypté ou... Enfin, moi, j'ai pas les compétences pour savoir si c'est su. Alors, le niveau de cryptage, ça, c'est un autre sujet aussi. Oui, Mais au moins, faire un test de restauration pour voir si la fonctionnalité cryptage est en place. Au moins ça. Parce que là, a priori, il y a un doute. bah, il y a un doute parce que j'ai jamais eu de problème, mais ça m'arrange. Mais d'accord. Mais voilà, c'est comme on dit, les données, bah, au bout du bout, c'est de votre responsabilité. Donc, soit vous faites vérifier par le prestataire et vous mettez les mesures qui vont bien pour être sûr que c'est bien vrai ce qu'il dit, ou vous faites vous-même la manip pour restaurer les données. Alors après, D'accord. c'est pas évident parce que si vous Mais c'est ce n'êtes que je pas... vous disais, c'est que si j'essaye de restaurer les données, ça va forcément se restaurer, parce que dans le logiciel, il décrypte et il va restaurer. J'en sais rien si c'est crypté ou pas Je ne sais crypté. pas comment c'est paramétré. Peut-être qu'au moment de la restauration, il faut appuyer sur un bouton pour dire je suis bien un tel et je fais la restauration. Ah oui, d'accord. C'est à Ça, je comprenais vérifier. pas. Je comprenais pas C'est comment on pouvait ça. C'est savoir, en ça. essayant de restaurer, savoir si c'était crypté ou pas. Parce que le logiciel, il fait le décryptage automatiquement dans le mode de restauration. C'est pour ça que j'arrivais pas à savoir comment on pouvait savoir si c'était crypté ou pas. Moi, pour moi, j'ai un fichier avec le nom du logiciel sur ma clé USB, enfin sur mon support externe, et c'est Sûr. tout, quoi. J'en sais rien si c'est crypté ou pas. Sûr. Donc voilà, bon, ok. Très Vous bien, pouvez le faire en merci. deux temps, hein. Premier temps, une demande d'information auprès de votre prestataire.
et dire est-ce que c'est Ouais. bien crypté? Et puis dans un second temps, dites-moi et faites-moi voir comment on restaure et faites-moi voir comment c'est crypté, hein. Et le fait de faire appel à un très gros euh, prestataire de logiciels, est-ce que c'est un gage de qualité? Oui, enfin, vous parliez de CGDIM en l'occurrence, oui. Maintenant, Oui. euh, la délégation n'empêche pas le contrôle. Oui, parce que ces GDIM, je crois qu'ils ont été piratés il y a Oui, Tout à 2 ans, je crois. Il y a un gros, gros, gros truc. Ils ont une grosse affaire. Donc c'est pour ça que je... fait. Et même plus récemment, hein, il me semble. D'accord. Je crois qu'il y avait encore une autre question et après, si vous voulez bien, on passera au sujet de la cybersécurité pour rester dans le timing qui nous est imposé. Il y a le docteur Bidot qui voulait poser une question, mais je crois qu'il a baissé la main. Sinon, il y a Jean-Michel. Tu avais une question, Jean-Michel? non, non, c'était pour un peu compléter la réponse sur les sauvegardes. En fait, les éditeurs, parfois, au moment où on fait la sauvegarde, demandent si on veut rajouter un cryptage ou pas à la sauvegarde. Hmm, Donc, ça ne doit c'est pas être ça. dans le cahier des charges de départ. Je Hmm. pense qu'il faut demander à l'éditeur, Ouais. je crois qu'il faut demander à l'éditeur si c'est crypté ou pas crypté. Et donc, moi, ce que je retiens, c'est que s'il y a l'option cryptage, ben, vaut mieux cocher Il cette faut mieux la case prendre. pour plus de sécurité. C'est la première Hmm. chose. Et puis l'affaire CGDIM dont on a parlé, c'est une affaire d'anonymisation ou de pseudonymisation. C'est très difficile à Hmm. dire ça. Merci, je le sais, ça C'était aussi. pseudo machin alors que ça aurait dû être Hmm. anonymisé. C'était pas une histoire de piratage. Voilà, c'était deux petites indications. Allez, je vous propose qu'on continue avec la cybersécurité. Et pour Hmm. commencer, on va vous proposer une vidéo. Et je vous expliquerai après pourquoi cette vidéo. Je laisse Hubert reprendre la main. Oui, je suis en train. Vous me dites quand vous voyez l'écran apparaître. C'est bon. C'est bon. Dag Fien. Dus, even. Voilà. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Slovenië? Zo hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. Die vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. On termine par une pub d'une banque belge. Mais on ne fait pas de pub pour cette banque, hein. Hop. Voilà.
Alors, avant de vous expliquer pourquoi cette vidéo, de toute façon, cette vidéo, mais vous le saviez déjà, hein, tout ce que l'on peut mettre ou pas d'ailleurs, des fois on met pas grand-chose et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'informations sur le net sur nous en tant que personne. Effectivement, la dernière phrase, c'est ça peut se retourner contre vous et ça peut se retourner contre vous au niveau professionnel. On verra comment après. Mais j'aimerais que l'on, pareil, fasse un petit jeu autour de combien ça coûte, des informations que l'on peut trouver entre autres sur le Darknet, hein, ça. Donc, je vais laisser Camille lancer le petit sondage également et on va vous laisser y répondre. Ouais, ça y est, c'est lancé normalement. C'est bon. N'hésitez pas à faire défiler, il y a 3 questions. Tout le monde a répondu a priori. Ouais, j'arrête le sondage et je partage les résultats. Ok. Donc, pour la première question, combien coûte le scan d'une carte vitale? Vous avez répondu majoritairement 100 euros. Pour la deuxième question, combien coûte la revente de votre numéro de carte bancaire? Vous avez répondu majoritairement 550. Et enfin, pour la dernière, combien coûtent vos données personnelles sur Facebook? Vous avez répondu, enfin, j'ai mis Facebook, mais on aurait pu mettre un autre réseau social, hein, c'est pas les réseaux sociaux en général. Vous avez répondu majoritairement 25 euros. Eh bien, voici les résultats. Dans les faits, même si depuis 2021, ça peut être un peu évolué, votre numéro de carte vitale ne coûterait que 8 euros, votre carte bancaire que 25. Par contre, vos informations personnelles, elles ont beaucoup de valeur. Et elles ont beaucoup de valeur parce qu'on va les utiliser. Si on se met dans la tête d'un hacker, le hacker va utiliser vos données personnelles pour vous attaquer professionnellement. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple purement inventé, euh, mais pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire. Imaginez que vous soyez un grand défenseur de la cause des ours polaires au pôle Nord et que ce soit une passion, je vais aller jusque-là, et que vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous êtes vraiment très sensible à cette cause-là. Donc, du coup, même si vous ne postez rien, mais peut-être que sur les réseaux sociaux, vous allez liker des choses, peut-être que sur Internet, vous allez aller chercher des informations sur cette cause, sur ce sujet-là, peut-être que vous posterez d'ailleurs des choses, peut-être que vous aurez tendance à participer à euh, des pétitions en ligne, voilà, ou tout un tas de pratiques comme ça qui se fait sur le net, ou pas forcément, mais en tout cas prioritairement sur le net, si jamais le hacker ne vient pas vous voir en chair et en os. Toutes ces données que vous allez poster de cette façon-là sur la toile vont servir au hacker. Le hacker a pour habitude, quand il a une cible en vue, de ne pas attaquer sa cible directement. Il va d'abord étudier l'environnement de sa cible. Donc, étudier l'environnement, si c'est une structure, peut-être de ses salariés, de ce qui se passe autour. Si c'est vous, bah, peut-être des gens qui travaillent avec vous, votre famille, vous-même. Il va d'abord analyser tout ça pour trouver une faille et lui permettre de rentrer dans votre logiciel. Euh, et cette faille, elle peut être, par exemple, de vous envoyer un mail frauduleux. Alors, attention, les mails frauduleux aujourd'hui sont extrêmement bien faits.
soit sur votre boîte personnelle parce qu'il a réussi à découvrir votre boîte personnelle, et vous, entre midi et deux, ou à un moment de votre pause, vous allez aller voir vos mails et vous allez cliquer sur ce lien qui va verrouiller la totalité de votre logiciel, enfin, en tout cas de votre système d'information, ou peut-être il attaquera directement votre boîte mail professionnelle, pourquoi pas. Et de la même façon, passionné par le sujet, alors il est un peu tiré par les cheveux, hein, je vous l'accorde, hein, mon sujet d'ours polaire, mais c'est pour illustrer un peu, bah, vous risquez, pareil, de cliquer sur quelque chose que vous n'auriez pas dû. Mais il va aussi, par ce biais-là d'information, avoir une multitude de sujets qui vont lui permettre de découvrir quels peuvent être vos mots de passe, par exemple. Il va vraiment servir de votre environnement. C'est pour ça que la donnée personnelle, elle est très, très importante. Et c'est pour ça aussi qu'il faut protéger la donnée personnelle de vos patients, parce que si jamais vous êtes hacké, on peut récupérer la donnée personnelle de vos patients et la revendre sur le darknet. Alors, on verra quelles sont les conséquences derrière. Donc, voilà pour la petite histoire et le pourquoi de cette vidéo. Euh, il y a vraiment plusieurs notions parce que la valeur de la donnée, elle change de prix, elle change de coût en fonction euh, comment dire, du client qu'aura le hacker en face. Mais on peut avoir plein d'attaques différentes. Une attaque stratégique, alors on a essayé, et là je remercie Steven qui est parmi nous, on a essayé de vous donner des idées d'attaques stratégiques en imaginant qu'il y ait par exemple 3 cabinets dentaires dans une petite ville où il y a un des cabinets qui veut faire de l'ombre aux deux autres. Et son objectif, ce serait de hacker pour que des informations des deux autres cabinets soient divulguées et qui peuvent donner un avantage concurrentiel au cabinet qui aura passé cette commande. Professionnel, ça pourrait être un vol d'informations personnelles qui concerne un praticien sur sa santé, sur sa vie personnelle, sur ses orientations sexuelles, politiques, enfin, on peut tout imaginer. Et cette divulgation d'informations bah, pourrait affecter sa carrière, sa réputation et puis le mettre en incapacité d'exercice. Et puis il y a toujours l'objectif financier qui est toujours bien présent et qui là, ce serait peut-être de demander une rançon, tout simplement, on va faire simple, de demander une rançon qu'il ne faudra jamais payer, au passage on vous le dit, et qui vous mettrait vraiment en grande difficulté, puisqu'en attendant, vous ne pourriez plus travailler, en tout cas avec votre outil numérique. Et tout ça, ça passe vraiment par toutes les informations qu'on peut communiquer sur la toile, et je peux vous dire qu'on en trouve toujours. Un autre petit sondage, d'après vous, lorsque une structure ou quelqu'un vit un incident numérique, à quelle hauteur, en pourcentage, le facteur humain est impliqué dans cet incident numérique? Pareil. Voilà, merci Camille de lancer le sondage. Je pense que c'est bon. 90%, vous avez répondu majoritairement 90%. Et en effet, c'est le cas. C'est bien 90% et c'est énorme. Enfin, pas toutes, mais 90% des cyberattaques sont liées à une faille humaine. On verra quelles peuvent être ces failles humaines. On a parlé des emails frauduleux, on a parlé des mots de passe trop faibles, qui fait qu'on arrive à intégrer. Euh, voilà, c'est les deux principaux, je crois, hein, Hubert et Eric, sur les failles humaines, c'est les deux qui ressortent le plus fréquemment, hein, c'est ça. Hein. Ok. Donc, dès que, oui, dès que vous êtes, merci de confirmer. Sur la conversation de l'autre côté, excuse-moi. D'accord. Et donc, dès que vous êtes attaqué, ben, il y a des conséquences. Alors, vous vous en doutez bien hein, de ces conséquences. Hein. Donc, quand je parle de structure là dans la slide, c'est la personne morale. Hein. J'englobe les structures avec plusieurs professionnels et la personne morale que vous représentez en tant que libéral.
libéraux. C'est la première chose, c'est l'interruption totale ou partielle d'activité et l'indisponibilité de votre système d'information. Bon, ben ça, je ne vous fais pas de dessin. Aujourd'hui, la plupart du temps, sans le logiciel, ça peut être très, très, très compliqué de travailler. Les pertes financières, alors au-delà de la demande de rançon, on le répète, ne faut absolument pas payer, hein, une perte financière, c'est parce qu'elle va aller aussi avec les pénalités juridiques. À partir du moment où vous avez une attaque, ou en tout cas une cybermalveillance, sans que ce soit du rançonnage, sans que ce soit tout ça, il se peut que la CNIL vienne mettre le nez dans la sauvegarde de vos données. Et c'est à ce moment-là, si elle estime que vous n'avez pas fait ce qu'il faut comme il faut, qu'elle vous donne, enfin qu'elle vous mette à l'amende avec une pénalité juridique, donc celle qu'on a vue tout à l'heure, et peut-être une amende. Mais ça inclut aussi d'autres comment dire, conséquences qui sont la perte financière, la perte de confiance pardon, de vos patients. Il faut savoir, il y a des statistiques qui sont sorties assez récemment, que la plus grande inquiétude de la donnée de santé numérique des patients en général, c'est le vol de leurs données. C'est une de leurs plus grandes inquiétudes. Donc, quelqu'un qui se fait, un professionnel de santé, qui se fait hacker et les données de ces patients se volatilisent ou sont revendues sur le darknet, bah, il peut y avoir une perte de confiance de vos patients et puis une atteinte à votre image par la même occasion, puisque vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour bien sécuriser vos données. Donc ça va vous impacter, vous. Mais ça va impacter également vos patients, usagers, si c'est un autre secteur, ou vos salariés, si vous en avez. Parce que le fait d'avoir dans vos logiciels, vous avez certainement aussi tout ce qui concerne les données de vos patients, mais aussi de vos salariés. Et on va récupérer ces données-là, et ces données revendues sur le darknet peuvent faire l'objet de commercialisation, ces données, pour des ciblages SMS ou mail. Quand c'est à caractère commercial, ma foi, c'est moindre mal, c'est casse-pied, mais c'est moindre mal. Mais on peut aller jusqu'à de l'envoi de mails ou de SMS d'hameçonnage. Et le pire de tout, c'est l'usurpation d'identité et l'atteinte à l'intégrité. L'usurpation d'identité, pour s'en débarrasser, pour connaître quelqu'un qui a vécu ça, elle a mis 3 ans hein, pour se débarrasser de cette problématique-là. C'est vraiment pénible. Et puis l'atteinte à l'intégrité, si jamais il y a certaines données, je ne sais pas, vous avez un patient atteint du VIH et c'est divulgué, vous ne voulez pas que ça se sache, bon, voilà, ça reste toujours des problématiques. Je regarde l'heure. On vous a fait là la liste de bonnes pratiques. Du coup, je ne vais pas trop m'attarder sur les bonnes pratiques puisque le document que vous voyez en image ici, toutes les bonnes pratiques qui sont indiquées dans cette slide vont être reprises dans ce document-là de façon un peu plus... excusez-moi, j'ai été trop vite. De façon un peu plus précise. Juste peut-être attirer votre attention sur la protection de vos postes de travail. Ça paraît évident de ne pas laisser son ordinateur traîner quelque part. Voilà, ça paraît d'une évidence. Vos applications, c'est de peut-être pas laisser traîner vos cartes CPS. Voilà. Bien, quand vous êtes en vacances, par exemple, bien les ranger quelque part. La sécurisation de vos Wi-Fi, ça passe par peut-être changer les mots de passe de l'accès à vos Wi-Fi ou autres petites choses assez simples, hein. Ce que vous allez trouver dans Tous Cybervigilants, c'est que des pratiques très faciles à mettre en place, hein. Connaître les principes de sécurité et les diffuser. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, c'est de se dire, tiens, je peux peut-être faire une charte des bonnes pratiques. Alors, quand on est tout seul, bah, il n'y a peut-être pas de nécessité, mais quand on a un assistant ou quand on est plusieurs dans une CPTS ou dans une MSP, bah, peut-être que c'est intéressant de rédiger les bonnes pratiques sécurité. Pourquoi pas? Anticiper la survenue d'incidents pour la sauvegarde des données, bah, c'est un peu au courant de ce qui se fait en termes de cyberattaque, hein, pourquoi pas. Protéger les données de santé, on en a suffisamment parlé tout à l'heure sur ce sujet-là. Communiquer les données de santé avec des outils sécurisés. Alors là, je veux vraiment poser un temps quand même par rapport à ça, puisqu'on a parlé tout à l'heure en tout début de séance avec nos pouces levés, nos pouces debout, de partage sur WhatsApp, et j'étais assez étonnée que visiblement, pour la moitié, vous utilisiez WhatsApp. Pour
partager de la donnée de santé. Donc, pour autre chose, pas de problème, mais pour partager de la donnée de santé, ne le faites pas, ne le faites plus. Utilisez des messageries sécurisées de santé. Donc, pour votre information, sachez que le GRAD propose des messageries sécurisées de santé qui sont financées par l'ARS et qui sont, je pense, assez faciles à mettre en place. J'ai vu votre demande, hein, Monsieur Joberti, mais pour respecter le timing, gardez bien votre question au chaud, on la prendra tout à l'heure. Voilà, donc soyez très très vigilants avec ça et n'utilisez pas WhatsApp, Messenger ou autre, tout ce qui est outils gratuits. La donnée, c'est écrit dans les petites lignes des conditions, la donnée que vous partagez, les photos, les informations, ne vous appartient plus, ne vous appartient pas. Voilà. Donc, soyez extrêmement vigilants avec ça. Faites attention à ce que vous partagez. Il y a plein d'autres solutions qui existent. Ces messageries sécurisées de santé, mais il y en a d'autres aussi hein, qui peuvent vous permettre d'échanger de façon sécuritaire les données. Le reste, voilà, pour aller plus vite, je ne vous embête pas plus longtemps. Juste au cas où ça vous arrive, bien réagir en cas d'attaque, on l'avait vu, il ne faut surtout pas éteindre son ordinateur, mais le premier acte, c'est déconnecter le Wi-Fi. Et pour faire appel à un expert, on vous dira en fin de session, en tout cas, on vous mettra les liens pour faire appel à un expert. Il faut savoir qu'une très grosse majorité des attaques de cybersécurité sont liées à des mots de passe qui ne sont pas solides. Les mots de passe sont trop légers. On voit encore beaucoup de mots de passe 1, 2, 3, 4. C'est véridique. Hein. AZERTY, ce genre de truc. C'est très facile pour le hacker. Ou alors on voit des mots de passe en lien avec sa vie de tous les jours, par exemple. On va voir une petite vidéo là. Enfin, c'est pas une vidéo, c'est un programme de sensibilisation que là aussi le GRAD peut vous proposer. C'est un programme qui est gratuit pour vous, qui vous permet d'avoir des petites vidéos formatives qui durent je dirais, 2 minutes à 4 minutes pour les plus longues, et qui vous permettent de vous acculturer avec les bonnes pratiques simples qu'on peut faire tous au quotidien pour éviter justement les risques d'attaque. Donc je laisse Hubert reprendre la main sur le sujet. On va vous présenter une de ces capsules sur les mots de passe. Et si vous êtes intéressé, eh bien, on vous dira comment faire pour participer à cette action de sensibilisation. Donc voilà, par exemple ici, est-ce qu'on m'entend bien? Ouais. Oui. Par exemple ici, dans ce texte-là, on vous propose un texte et vous devez replacer, donc Hubert va le faire à notre place, bien évidemment, pour aller plus vite, mais vous pouvez replacer les mots qui permettent de reconstruire la phrase. Hubert, je te laisse faire parce qu'on va gagner du temps Donc si là, tu réponds à la place de tout le monde. les indications qui définissent un mot de passe fort qui doit être composé d'un mélange de lettres et de chiffres avec au moins 12 caractères. Aujourd'hui, c'est vraiment le minimum. Surtout si ce mot de passe permet d'accéder à des données sensibles. Et il est également important que chaque compte ait un mot de passe différent pour éviter qu'un attaquant, si vous utilisez le même mot de passe, accède à l'ensemble de vos comptes. Donc, voilà les bonnes réponses. On continue. Aujourd'hui, nous devons tous jongler entre différents comptes en ligne. Il n'est pas facile de créer un mot de passe robuste et différent pour chaque compte. Manque de temps, impossibilité de tous les retenir. Cependant, les mots de passe sont souvent le premier rempart pour protéger les informations des menaces en ligne. En effet, il est facile pour un cybercriminel de deviner vos mots de passe s'ils sont trop faibles. Et encore plus facile d'avoir accès à plusieurs de vos comptes si vous réutilisez le même mot de passe.
Au final, c'est la vie privée de vos patients qui est en jeu, parce que leurs données peuvent être dérobées, vendues et rendues publiques. Il est donc urgent pour Fabian de renforcer son mot de passe et d'en créer un unique pour chaque nouveau compte. Pour être robuste, son mot de passe doit être le plus long possible, composé de lettres minuscules, de majuscules, de chiffres, de ponctuations et de caractères spéciaux. Dans Donc là, cette oui, liste, ouais. vas-y, je te laisse la main, Hubert. Vas-y. Dans cette liste, voilà, si on part du bas, ce n'est pas des mots de passe suffisamment robustes. Voilà, les 3 du haut, ça commence à être suffisant. Euh, voilà, pareil, on avance. Cela peut vous sembler difficile de créer des mots de passe robustes et uniques pour tous vos comptes et de s'en rappeler. Pour vous aider, voici 2 façons de créer vos mots de passe. Utilisez la technique du passe-phrase. C'est une technique de sécurité qui consiste à utiliser une phrase complète plutôt qu'un simple mot de passe pour protéger un compte ou un fichier. Ou bien vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe qui pourra les stocker de manière sécurisée et éventuellement en créer de manière aléatoire selon les règles que vous lui indiquerez. Attention, n'enregistrez pas vos mots de passe sur le gestionnaire de votre navigateur, Google par exemple, car celui-ci n'est pas suffisamment sécurisé. Donc, à partir de maintenant, alors c'est une activité voilà, qui dure 2 minutes 30. À partir de là, il y a une série d'affirmations. Donc là, il faut bien que le mot de passe comporte des ponctuations et des caractères spéciaux. Ensuite, le gestionnaire de mots de passe, ce n'est pas une personne qui gère les mots de passe à votre place, c'est un petit logiciel qui joue le rôle de coffre-fort. Euh, le mot de passe robuste, il peut être créé soit via la technique de la passe-phrase, comme indiqué, mais également généré par un gestionnaire de mots de passe. Et c'est la conclusion. Voilà. Voilà, donc ces capsules de sensibilisation, là où on vous en a présenté une, mais on prévoit un programme avec des mises en situation des professionnels de santé libéraux. Donc voilà, si vous souhaitez vous y inscrire, c'est en suivant. Voilà, vous pouvez soit dès maintenant scanner le QR code qui est à gauche, mais quand on vous enverra le support, vous pourrez également cliquer directement sur ce lien et vous irez au même endroit que sur le QR code. On a fini. Donc, juste pour en revenir sur ce programme de sensibilisation, il y a quand même donc, ces petites vidéos qui sont des vidéos formatives très courtes. Donc, en très peu de temps, vous allez avoir pas mal d'informations. Mais vous pouvez aussi aller plus loin avec, si jamais faites partie d'une MSP ou d'une CPTS, avec l'envoi de faux mails frauduleux pour voir comment réagissent l'ensemble des acteurs de votre structure. Ça peut aussi être ça. On en a terminé. Comme pour le RGPD, on vous propose là aussi d'accéder à tout un tas d'informations. Donc celui-ci, c'est le plus simple, le premier, le vert, tout cyber vigilant. Après, on rentre dans des choses un petit peu plus pointues. Mais encore une fois, et Eric et Hubert sont là pour vous aider et vous guider. Et puis, je vous avais dit qu'en cas de cyberattaque, si jamais ça vous arrivait, eh bien, c'est sur ce site-là qu'il va falloir aller pour prévenir de cette cyberattaque et vous faire accompagner. On vous a mis ici également l'adresse mail de notre pôle cybersécurité, de façon à ce que vous puissiez également nous contacter si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'être accompagné. Et je laisse la place aux questions. Monsieur Joberti, je crois, vous en avez une. Vous êtes particulièrement en retard parce que tout à l'heure, pour l'histoire de WhatsApp, vous avez dit 2 fois de suite que c'était en urgence. Oui, c'est fait exprès. Oui, C'est oui, pour vous c'est troubler. particulièrement en retard, ça. Voilà.
Mais bah, sinon, c'est trop facile. Voilà, c'est tout. Ah, c'était ça, d'accord. C'était pas une Oui, question. oui, c'était juste ça. OK. Oui, mais même en urgence, vous n'utilisez pas WhatsApp pour partager de la donnée de santé. Est-ce qu'il y a des questions? On a dans le chat un conseil pour une application de gestionnaire de mots de passe. Ben voilà, il y a une Je suis réponse. actuellement en train d'y répondre, mais il y avait déjà une réponse un peu plus haut avec le qui passe. Ah voilà, c'est bon. Steven est rapide. Après, Est-ce qu'il y a alors d'autres? ouais, KeePass est en Une sauvegarde. utilisation logicielle, installation locale sur un poste. Après, il existe d'autres gestionnaires de mots de passe en ligne. Par exemple, si je dois en citer un, Bitwarden, mais Ça facilite bien la vie, les gestionnaires de mots de passe, hein, quand même, hein. Moi qui ne suis pas une experte, ça facilite bien la vie. Dans le diaporama qu'on va vous transmettre, on a mis ce que vous avez vu sur la vidéo. Vous n'aurez pas accès aux petits outils de formation en lien dans le document. Par contre, on vous aura mis 2 slides pour réfléchir à la construction de mots de passe et vous donner quelques méthodes sur la construction autonome de vos mots de passe. Jean-Michel, vous aviez une question. Ouais. Oui, une question. Il me semble qu'il y a des assureurs qui proposent une assurance contre les cyberattaques pour nous assister. Ça vous parle? C'est conseillé, pas conseillé? Ou c'est pas du tout d'actualité? Ça n'existe pas, je ne sais plus. Et si, les assurances, c'est très utile, hein. Comme C'est toujours pareil entre le risque et le préjudice. Faut discuter avec l'assureur, mais oui, oui, c'est très fortement conseillé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Dans le chat, il y a encore de nouvelles questions. Je Mhm. fais une sauvegarde sur disque dur crypté tous les soirs. Quelle est la fréquence de sauvegarde idéale? Ben voilà, il vient Ah de oui, répondre. Acceptable en journée. oui, après, c'est acceptable au quotidien, mais après, on peut réduire quand même d'une façon hebdo, mais après, il faut jouer sur des fréquences, des sauvegardes avec ce qu'on appelle une sauvegarde complète ou alors différentielle. Bon, après, c'est des paramétrages dans le logiciel. Mais bon, au quotidien, hein, si c'est fait comme ça, c'est déjà bien, hein. C'est même très bien, hein. D'autres questions? Et après, il y avait une question sur un antivirus. Est-il utile? Ah oui. ah, alors je vais pas jouer sur les mots, mais c'est d'un point de vue informatique, c'est vital, hein. C'est clair. C'est clair, oui. Alors, j'ai pas précisé parce qu'on n'avait pas le temps, mais c'est pareil, dans le petit guide que vous aurez, il précise aussi la mise à jour des applications. On n'y pense pas, on pense que mettre à jour ces applications, ça sert à rien. Mais si, c'est un rempart aux cyberattaques aussi. Euh, D'autres questions? On conclut. On a légèrement débordé, il est 22h04. Ouais. oui. Il y avait une autre question sur une autre plateforme que Google Form pour les questionnaires dans le chat. Ouais, Alors après, c'est toujours dans le contexte, j'allais y répondre, mais Mm. ça va être un peu long ou pas. Finalement, c'est quel type de données on veut mettre dans le formulaire. C'est mm. Et ça. si c'est de la donnée de santé, il existe des logiciels à part entière, type DUI, DPI. Voilà, c'est toujours pareil, hein. Tout ce qui est formulaire, c'est pas. Enfin, sur les plateformes comme ça, si c'est pas HDS ou autre, c'est pas conseillé. Donc, Moi, j'ai un exemple, mais j'en ai qu'un en tête. Il y a un éditeur certifié HDS qui propose un service de formulaire en ligne. Donc, je ne sais pas si je peux le citer dans le chat. le CRC fait du conseil. Au pire, ils nous recontactent et on aura le nom par ailleurs. Je me permets de Mm. clôturer la session pour finaliser. Eh bien, on va essayer de faire ça sur un petit dessin humoristique. La protection des données personnelles, c'est l'affaire de tous, hein, comme on se le dit depuis le début. Donc, bah, l'ensemble des personnes qui travaillent pour ce webinaire vous passent un seul message.
on compte sur vous pour respecter tout ça. Et en tout cas, on est à votre disposition pour vous aider dans cette démarche-là parce que ce n'est pas Ouais. forcément une démarche simple. Avant de terminer, si vous avez encore un tout petit peu de courage, nous sommes preneurs le grade de votre avis sur ce webinaire. Si ça vous a plu, si vous avez eu les informations que vous voulez, si il y a des choses à améliorer, etc. Donc c'est assez rapide hein, comme petit questionnaire. Donc vous pouvez scanner le QR code et puis remplir ce questionnaire qui est fait par Forbes. Mais il n'y a pas de données de santé dedans, hein, ne mettez rien. Donc je le laisse encore un peu à l'écran et puis je vous redonne la parole, Camille et David. Non, bah, merci pour cette conclusion et puis bah, du coup merci à vous en tout cas pour cette présentation. N'hésitez pas vraiment à répondre au questionnaire, hein, même pour nous ça sera utile. Et puis avec David et le grade, on travaille aussi à la suite de ce webinaire pour vous proposer aussi d'autres accompagnements sur ces sujets cybersécurité. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents. David, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oh non, 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 tout a été dit. Merci à tout le monde. Et puis de la participation en ligne. Et vous avez, comme je le mettais dans le chat, vous allez recevoir la présentation et les différents contacts. Donc, s'il y a encore des questions, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et ou on vous remettra en lien avec le grade si besoin. Et surtout, voilà, l'objectif, c'est d'améliorer les pratiques. Et je crois que vous avez pas mal de petits trucs pratico-pratiques qui sont à mettre en application, qui peuvent être utiles au quotidien. Donc, merci à tout le monde, en tout cas, d'avoir été là. Et puis, à nos experts du grade qui ont répondu Mm. présents et qui ont fait une présentation plutôt sympathique, j'ai trouvé. Ouais, merci Merci, avec beaucoup à vous. plaisir. Bon courage à tous et bonne nuit. Ouais, et bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir. Au revoir.